Le contractant s'engage. Tiens, c'est plus la partie, c'est le contractant maintenant. En plus du générique et du slogan, à porter l'uniforme défini par la production, à savoir un t-shirt référencé différent pour chaque épisode. J'ai l'impression de bosser dans un fast-food maintenant. Bon, c'est bon, tout est prêt. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sort d'où ça? Ah bah non. Bienvenue dans Perf, le cinéma, mais sans les films. Non, ça va me faire bizarre à chaque fois. Dans ce premier épisode de la phase 2, on va s'intéresser à l'histoire de la salle de cinéma, ce qui tombe bien étant donné qu'on est dans une salle de cinéma. La nature est bien faite. Bon, on commence à le savoir maintenant, mais tout commence en 1895 avec la première projection payante des Frères Lumière au Café Indien à Paris. Gros succès, foule en délire, ça tweet, ça buzz, tout le monde veut s'acheter le cinématographe. Et c'est parti. Alors au départ, les gens qui achètent le cinématographe, c'est plutôt les forains, qui sont attirés par la curiosité technologique, et puis le format court des films leur va bien, comme ça ils peuvent enchaîner les projections. Parce que dans les fêtes foraines, les clients, ils ont plein de trucs à faire, et donc leur temps d'attention est assez réduit. Ils achètent les bobines de films au maître, et puis ils les usent jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien voir. Et puis à ce moment-là, ils en rachètent au producteur, ou bien ils se les échangent entre forains. Un petit peu comme des cartes Pokémon. En fait, les bobines de films, c'est les cartes Pokémon des années 1900. Le cinéma a un statut de spectacle hébergé. Non, c'est très spirituel ça. Bref, c'est un petit peu comme quand vous invitez un pote chez vous. Il dort chez vous, mais c'est pas vraiment chez lui. Il est hébergé. Les projections se faisaient donc dans des fêtes foraines, des théâtres, des music-halls ou même dans des arrière-salles de café. Et pas dans des cinémas, puisque ça n'existait pas à l'époque. C'était tout nouveau. Mais il y avait quelques salles qui se spécialisaient dans le cinéma quand même, sauf qu'elles survivaient généralement pas très longtemps, parce que les films duraient 30 secondes, et donc le prix du billet était de quelques centimes. Et comme il n'y avait pas beaucoup de public, puisque c'était tout nouveau, pas beaucoup d'argent. Même si le public était croissant. NANI? Mais il y a des trucs là-dessus. En 1907, Charles Pathé, alors c'est entre autres un producteur de films, on en a déjà parlé dans la phase 1, mais c'est au cas où, si vous nous rejoignez à peine. Bienvenue. Vous aimez bien, ça va? Éventuellement abonnez-vous. Charles Pathé, il change le game. Il se dit, les films, je les vends plus, c'est fini. Par contre, je vais les louer. Et ça l'arrange bien, parce qu'au lieu de vendre le film une fois à une personne, il peut louer le film 1000 fois à 1000 personnes. Et donc ça lui fait plus d'argent. Mais pour ceux qui diffusent des films, c'est rentable aussi, puisque louer c'est moins cher, et en plus on peut changer plus souvent. Et donc les salles qui se spécialisent dans le cinéma commencent à marcher et à se multiplier. Aux États-Unis, on appelle ça les Nickelodeon. Ouais, comme la chaîne pour enfants. Ça vient probablement de là d'ailleurs. Et c'était des Nickelodeon parce que le prix du billet était de 1 nickel, ce qui fait à peu près 5 centimes. Ouais, on est loin des 15 €. Une autre époque. Donc les cinémas font plein de séances courtes et pas chères, et puis ils attirent plein de spectateurs. Donc, oui, l'argent commence à affluer là. Oh, et d'ailleurs, j'ai vu ce qu'il y avait là-dessus, et c'est justement un type de l'époque qui en parle. Regardons ça, Magnéto Serge! Non mais madame, il va rien se passer de ce côté, hein, c'est l'écran qu'il faut regarder. L'écran! Oui, voilà, non! Le grand truc blanc là, voilà! Non, franchement, ici il se passe rien. Vous êtes là, vous attendez, un petit peu comme un suricate, vous voyez? Ah, j'appuie, il se passe des trucs. Ah, incroyable! Oui, voilà. Retournez-vous! Oh, mais c'est pas vrai ça! Excusez-moi, c'est un peu la panique en ce moment parce qu'il y a plein de gens qui viennent et... Ah, Basile! Basile! Tu me passes la bobine de Mary Stuart? Hein? Ma meuf? Mais c'est pas ma meuf, Mary Stuart, c'est le nom du film, mais concentre-toi un peu! Vous allez voir qu'à l'avenir, le métier de projectionniste sera intimement lié à l'alcool, hein. Ensuite, on a deux changements importants. D'un côté, les films américains se dirigent vers le grand spectacle et donc deviennent plus longs et demandent plus de budget. Et de l'autre côté, en France, on se dit qu'il serait bien de commencer à faire des films plus artistiques, qualitatifs. Donc eux aussi, ils deviennent plus longs et plus chers. Et donc, les petites salles de cinéma qui fonctionnaient avec plein de séances pas chères, ils sont obligés de réduire leur nombre de séances, puisque sur une journée, tu peux pas mettre autant de films de 2 heures que de films de 30 minutes. Et comme leur prix du billet était vraiment pas cher,
ça fait beaucoup moins d'entrées et beaucoup moins d'argent. Et donc ils commencent à couler. Mais ils sont assez vite remplacés par des cinémas qui sont plus gros, de meilleure qualité en termes de confort de projection, et donc avec des places plus chères. Le cinéma devient un art un peu plus noble, et le fait d'aller au cinéma devient une véritable expérience complète. Et on commence à faire des premières parties, c'est-à-dire projeter des courts-métrages avant les films, ou des dessins animés, ou même des journaux d'actualité, comme le Pâté Journal. Ouais, encore lui. Il est partout. Tiens, d'ailleurs, il est encore là. Coucou. Les cinémas comportent alors en général une seule salle, grande, voire très grande, jusqu'à 3000 places. Et ils fonctionnent avec quelques films qui restent très longtemps à l'affiche. Parfois plusieurs années. Ouais. Comme je vous le disais, une autre époque. Et puis il y a les guerres mondiales et la crise de 1929 qui pointent leur museau. Et là, la période devient pas terrible pour les cinémas. Dans le jargon, on appelle ça la galère. Les cinémas font moins d'entrées, donc moins d'argent. Donc il faut qu'ils trouvent des moyens de se faire un peu plus de thunes. Et donc, ils commencent à proposer des salles chauffées en hiver et fraîches en été. Et puis surtout, ils commencent à vendre du popcorn. L'idée étant de diversifier les entrées d'argent. Mais on en reparlera. Non, on en reparlera. Plein de choses à dire. Le popcorn rencontre un énorme succès. Oh là 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 là. À tel point que dans l'imaginaire collectif, la séance de cinéma devient extrêmement liée au fait de manger du popcorn. Et en plus, après la Seconde Guerre mondiale, les entrées repartent à la hausse. Donc les exploitants, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui gèrent un cinéma, commencent à s'en remettre plein les poches. Mais voici qu'arrive dans les années 60, la télévision. Oui, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents. Elle s'appelle André. Oui, je sais que tu n'aimes pas que je fasse des trucs en carton, mais c'est du recyclage, là, j'ai pas perdu de temps. Et à cause d'André, les cinémas font moins d'entrées, puisque les gens trouvent ça plus facile de voir des films chez eux plutôt que de se déplacer. Donc c'est à nouveau la galère. Et les exploitants tirent la langue. Non mais c'est pas un exploitant, ça c'est Einstein. Tu sais, si tu n'as plus d'idées, tu peux aussi ne rien faire, hein, ce sera mieux. La situation devient critique au début des années 90, parce qu'avec la télé et la VHS, oui c'est ce truc-là, ouais, c'était la mode de l'époque. Les gens se disent, mais pourquoi sortir? Je peux voir plein de films chez moi. Alors que le cinéma d'à côté, il projette un seul film pendant des mois. Et donc ça devient grave la galère, à tel point que le nombre d'entrées c'est le plus bas de l'histoire. Et de loin. Mais la solution provient des États-Unis, grâce au multiplex. L'idée est simple, quand on a une grande salle de 3000 places et qu'à chaque séance on fait 100 entrées, ça sert à rien d'avoir 3000 places, puisqu'il y en a 2900 qui ne servent à rien. Donc on prend la grande salle, on la divise en plusieurs plus petites, et on diffuse des films différents. Comme ça, si vous aimez pas le film que diffuse votre cinéma d'à côté, vous pouvez aller dans la deuxième salle en voir un qui vous plaira plus. Ce qui fait qu'on a une offre diversifiée. Et surtout, on a un meilleur taux d'occupation. Alors oui, non, ça n'a rien à voir avec 1940. Je vais vous expliquer. Le taux d'occupation, en général calculé sur un an, c'est la moyenne du rapport entre le nombre de sièges occupés par un spectateur sur le nombre de sièges total disponible. En France, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était 13%. Ce qui fait que si j'ai une salle de 100 places, en moyenne, je fais 13 entrées par séance. Et oui, c'est pas beaucoup. Mais ça aussi, on y reviendra plus tard dans la phase 2. Et ouais. Pédagogie, vulgarisation, teasing. C'est dans mon nouveau contrat. T'es content? Donc on coupe les grandes salles en plusieurs plus petites et on diffuse des films différents. Comme ça, si vous aimez pas un film, au lieu de ne pas venir, vous pouvez quand même venir voir le film d'à côté. Ce qui fait qu'il y a plus de gens qui sont intéressés à l'idée d'aller dans les cinémas. Et comme les salles coûtent plus cher à construire, les prix des billets augmentent. Et donc, plus de gens, plus cher, la thune. Depuis lors, on a deux types de cinéma. On a les multiplex, avec 8 salles ou plus, et qui ont une offre de films assez variée. Alors, variée en termes de nombre de films, pas de type de film. Ouais, c'est différent. On va y revenir. Et on a les salles plus petites, qui font moins de films, et qui jouent sur la contre-programmation pour essayer de se démarquer des multiplex. Cette situation est encore la même de nos jours, et ce petit historique rapide nous servira de base pour les épisodes suivants. Bon, j'ai zappé plusieurs événements fondamentaux, mais patience petit scarabée, on va en parler. Et puis bon, je vais laisser le mot de la fin à notre bon Eugène. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle visiblement. Je suis bien content d'avoir ces bobines. Je sais pas d'où elles sortent. Non, mais le cinéma... Bon, c'est vrai qu'on rigole bien. Mais vous allez voir, moi je suis d'accord avec le frangin Lumière, hein. Lui donne 3 ans, pas plus. Après, on se retrouve tous à vendre des betteraves à Quimper.
Hein, Basile? Eh, je t'ai parlé de ce petit bar à Quimper.